Salut à tous, ici Invite ou Navet pour notre Rollist et aujourd'hui on va parler d'un petit jeu qui a fait pas mal de vagues du côté surtout design du monde rollistique. Parce que même si c'est un jeu qui ne paye pas tant que ça de mine à la première lecture, il a servi d'inspiration pour pas mal d'autres créateurs. Un petit peu à la manière des Morkborg qui a eu ça nombre de dérivés qui ont été créés. Il y a aussi eu les Powered by the Apocalypse, animés par l'Apocalypse, Blades in the Dark avec ses Forges in the Dark et pas mal d'autres. Et ce petit jeu-là a lui aussi le droit à toutes ces dérivations. Et donc, la question c'est, qu'est-ce qui fait qu'un jeu puisse avoir cet impact-là et puisse servir d'inspiration? On va essayer de voir ça ensemble avec une plongée dans le monde de l'étrange qu'est celui de Into the Odd. Mais avant ça, si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir via les commentaires. Laissez un like, abonnez-vous et faites tout le reste de YouTube. Votre soutien nous aide toujours énormément et ça nous fait en plus vachement plaisir. Donc un grand merci à vous et sur ce, place à la vidéo. Pour commencer, Into the Odd est un OSR, donc Old School Renaissance. Il a un système de jeu qui va être super léger, mais aussi des personnages très fragiles, et globalement le système va tenter de mettre en avant la créativité des personnages joueurs pour résoudre les situations. Après ça, en termes d'univers, on a quelque chose de beaucoup plus vague. En tout cas, dans le livre de base, on n'a pas tant que ça d'informations. On sait qu'on est dans une sorte de période 1800, dans un monde alternatif, on n'est pas sur notre terre à nous. Le monde est trop vaste pour être cartographié et trop ancien pour être étudié. Et à part ça, on sait qu'il y a des arcanas, donc ces sortes d'objets avec des pouvoirs magiques, ça peut être des bijoux, ça peut être des armes, ça peut être même des meubles, plus ou moins tout n'importe quoi, qui ont des pouvoirs surnaturels. Et le prémisse, c'est que les personnages joueurs vont incarner des explorateurs qui vont être à la recherche justement de ces arcanas. Et à part ça, le bouquin ne va pas en dire beaucoup plus. Et l'une des raisons pour laquelle on n'a pas tant que ça d'informations, c'est que là on a un tout petit bouquin, donc là on a 142 pages, et la mise en page elle-même est pas mal épurée, très aérée. Ça fait que forcément t'as pas beaucoup de place pour mettre ton texte. Et même, je vous montrerai ça plus en détail un peu plus tard, mais pour décrire Bastion, donc la ville principale, quasiment la seule ville de cet univers-là, il va y avoir 2 paragraphes. Et c'est un petit peu la marque de fabrique de Into the Odd, avec son auteur Chris McDowell qui après a créé Electric Bastionland et Mythic Bastionland, qui a pondu un jeu qui est extrêmement épuré. C'est-à-dire que là on va au direct, il n'y a pas de fioriture, on est vraiment très sobre sur les textes qui sont utilisés, et ça fait un petit peu le charme. Mais après la question c'est, est-ce que ça va être suffisant pour faire vraiment un bon jeu de rôle, un jeu de rôle complet? Un petit mot aussi sur la présentation. Parce que la mise en page, les graphismes et l'art ont été faits par non moins que Johan Nord, je ne sais pas exactement la prononciation. Et ce gars-là, c'est celui qui a été en charge des graphismes et de l'art de Morkborg. Rien que ça. Donc c'est pour ça que on a quelque chose qui est assez particulier, même si c'est pas aussi fucked up que Morkborg, on a quand même un certain cachet artistique qui colle bien à l'univers, qui lui donne ce côté très étrange. Et là vraiment l'étrange pas vraiment absurde, mais c'est vraiment très dur à décrire. Donc je vous laisse regarder un petit peu les quelques pages et les dessins qui sont utilisés. Mais en tout cas, je trouve que ça colle pas mal, et ça aide à installer un petit peu cette vibe que Into the Odd, à mon avis, cherche à établir. Plongeons-nous maintenant dans les mécaniques et le système de jeu. Et on va commencer par la création de personnages. Un personnage va être représenté par 3 caractéristiques: la force, la dextérité et la volonté, et elles font exactement ce que vous imaginez qu'elles font. Et donc, pour définir leur valeur, vous allez tout simplement lancer 3d6 et prendre la somme de tout ça pour avoir votre valeur entre 3 et 18. Avec ça, vous avez aussi des PV, donc des points de vie, qui eux sont lancés avec un D6. Et vous prenez vos PV ainsi que votre caractéristique la plus haute, et vous avez un tableau pour définir votre équipement de base. C'est-à-dire que plus vos PV et votre caractéristique est haute, et moins votre équipement est bon, et l'inverse est évidemment possible. Et après ça, c'est tout. Genre pas de classe, pas de background d'origine, pas de ville de départ, pas de personnalité, il n'y a rien d'autre. Avec ça, vous êtes prêt à partir et à jouer à Into the Odd. Alors, justement, comment on y joue à Into the Odd? On va utiliser un système de D20, mais par contre, on va essayer de lancer en dessous ou égal à la caractéristique utilisée. Et grosse différence, c'est que là, on va pas tant que ça lancer les dés pour réussir quelque chose. Parce qu'en tant qu'explorateur aguerri, votre personnage, on considère qu'il est capable de faire la plupart des trucs qu'il entreprend. Tant bien sûr que ça reste dans la fiction.
Mais par contre, ce que votre personnage va faire beaucoup, ça va être des jets de sauvegarde. Ça va être des tests pour plutôt éviter le danger. Donc par exemple, mettons que vous tentez de défoncer une porte, si jamais il n'y a pas d'enjeu à l'action, vous allez réussir à défoncer la porte, vous n'allez pas avoir besoin de jeter de dés. Mais ajoutez à ça genre quelque chose qui vous poursuit, ou avoir du temps qui est du temps pressant, dans ce cas, votre jet de sauvegarde va être là pour tenter d'éviter le danger. Et le danger, ça peut être que, mettons que vous allez réussir à défoncer la porte, si vous échouez votre jet de sauvegarde, eh bien, votre matériel va se casser, vous allez vous blesser en défonçant la porte, l'ennemi va arriver, etc., etc. Donc c'est vraiment une autre façon de voir le jeu, et bah, c'est ça qui différencie pas mal Into the Odd d'autres jeux à D20. Une autre des particularités du jeu, ce sont les attaques. Parce que là, dans ce jeu-là, ben, il n'y a pas de jet d'attaque. Il n'y a pas non plus de CA à abattre, il n'y a pas de difficulté. Non, quand vous faites une attaque, vous lancez vos dés de dégâts et ils sont appliqués directement, alors moins l'armure, hein, mais ils sont appliqués directement sur les PV de votre cible. Et c'est tout, il n'y a pas de défense à ce moment-là. Mais comme vous avez que 6 PV, si jamais vous tombez à 0 ou moins, et ben dans ce cas, les dégâts sont reportés directement sur vos caractéristiques. Généralement, si jamais vous prenez un coup, ça va être sur la force. Et c'est là que vous allez commencer à faire des jets de sauvegarde pour éviter des blessures critiques. Et comme les PV se récupèrent rapidement, parce que les PV, il suffit de souffler pendant 5 minutes sans être dans une phase dangereuse, et paf, ils peuvent être récupérés immédiatement. Mais les caractéristiques, là par contre, ça va être de l'ordre de la semaine pour pouvoir soigner ces caractéristiques. Donc c'est là où ça devient, je trouve, tu commences à avoir un peu tous les éléments qui commencent à s'imbriquer, le fait que tu aies des sauvegardes, le fait que tu n'aies pas beaucoup de PV, le fait que tu aies quand même des caractéristiques pour servir de ta véritable santé. Et je trouve qu'au final, ça rend le jeu pas mal élégant dans un sens. Et je vais pas m'étendre trop là-dedans, parce que j'aimerais bien en garder tout ça pour la conclusion, mais je trouve que cette idée-là est tout bonnement géniale. Quant aux autres mécaniques, il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc, on a bien des systèmes, genre des petites mécaniques sur les réactions des personnages, genre faire en sorte que la première impression est définie par un jet de sauvegarde de volonté du personnage, pour savoir comment va réagir les PNJ. Il y a aussi des morales, enfin système de morale toujours pour les PNJ, système aussi d'entreprise, c'est-à-dire que vous pouvez, après avoir accumulé suffisamment d'argent, vous pouvez créer une entreprise qui va vous donner du revenu, mais qui peut aussi vous apporter des ennuis parce que vous pouvez avoir des batailles, vous pouvez avoir des événements qui viennent contrecarrer un peu votre entreprise. Et même si on veut aller sur l'expérience, donc l'expérience là, le gain d'expérience est très simple. Ça veut dire que plutôt que d'accumuler des points d'expérience, c'est tout simplement, vous allez avoir besoin de remplir certaines conditions. C'est-à-dire que pour passer de niveau novice à professionnel, donc gagner un niveau, vous allez avoir besoin d'avoir survécu à au moins une expédition. Et si vous avez réussi à ça, dans ce cas, vous allez monter d'un niveau. Après, même la montée de niveau, vous avez un D6 de PV en plus, et vous pouvez potentiellement augmenter l'une de vos caractéristiques, ou toutes vos caractéristiques, d'un point. Donc, sachant qu'il y a 5 véritables niveaux d'expérience, tu vas quand même pas avoir de personnage qui va être très très balèze, à part si tu arrives à trouver plein d'arcana. Mais globalement, les expéditions, enfin les mécaniques de jeu sont vraiment, comme c'est un peu la promesse des OSR, et c'est aussi la promesse d'Into the Odd, les mécaniques sont vraiment super légères. Et ainsi, peut-être une dernière chose encore, ce sont les arcanas. Donc les arcanas, c'est un petit peu le cœur du jeu, parce que c'est un peu l'objectif des explorateurs, donc des personnages joueurs, de récupérer des arcanas. Les arcanas, ce sont ces objets avec des pouvoirs magiques, et ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut aller des bijoux, genre des médaillons, jusqu'à être des meubles ou même des monuments. Carrément des monuments. Donc, ils sont catégorisés en trois niveaux. Donc, on a les arcanas qui sont mineurs, majeurs ou légendaires, et évidemment, leurs pouvoirs varient en fonction de cette catégorisation-là. Si on prend dans les arcanas mineurs, on a par exemple le médaillon du cœur. Donc, le médaillon du cœur, vous citez un objet que vous désirez, et vous allez savoir approximativement sa distance et sa direction. Et si on monte un petit peu, donc si on prend un arcana majeur, on va prendre, par exemple, dans les arcanas majeurs, on va avoir la flûte ancienne, qui fait que vous ciblez un endroit, et toutes les personnes autour de cet endroit-là, donc à 3 mètres autour de cet endroit-là, vont devenir complètement enragées au son de cette flûte-là. Donc, il y en a pas mal d'autres. Un autre intéressant, l'arcana légendaire, vous allez avoir une statue. Donc là, c'est une statue.
donc ça va être dur de la transporter avec vous, mais cette statue de la gloire même, ça fait que vous et vos alliés continuez de vous battre jusqu'à la mort, vous ignorez les blessures critiques. Donc là, c'est un peu game changer, hein, donc c'est très puissant, mais c'est normal, c'est légendaire, donc ce sont des pouvoirs que vous ne devriez pas contrôler. Et donc ces arcanas-là, ça va être la façon de simplement casser les règles, et il est même recommandé de créer ses propres arcanas, parce que c'est là que le meneur ou la meneuse va pouvoir s'amuser à faire un peu tout ce qu'ils veulent pour ajouter ces pouvoirs-là. D'ailleurs, en parlant de meneur et meneuse, il y a toute une section dans le bouquin-là pour devenir MJ. Donc, c'est une aide qui est, encore une fois, on va voir, c'est très léger, hein, donc on a quelques paragraphes par information qui va expliquer comment faire pour être un bon meneur. Donc, c'est des trucs qui sont assez classiques, hein, des recommandations et des conseils qui sont assez classiques, mais ça fait toujours plaisir à voir, surtout pour la partie où il faut gérer ce côté. Donc je vous disais que les sauvegardes, c'était pour éviter les dangers, donc c'est quelque chose qui est un peu particulier, et il faut dire que c'est un peu une habitude à se mettre en tête pour pouvoir se dire que non, je vais pas te faire lancer les dés pour la plupart du temps, tu ne devrais pas lancer les dés, tu devrais lancer les dés que pour éviter un danger ou éviter une conséquence. Et donc c'est une autre façon d'approcher les choses. Et donc je trouve ça assez intéressant que le bouquin ait quand même donné des exemples, notamment sur comment gérer les obstacles, les pièges et les dangers. Parce que les personnages joueurs vont, dans la plupart des cas, pouvoir repérer les pièges. Donc là, t'as pas besoin de faire un jet de dextérité, un jet de sauvegarde de dextérité pour pouvoir repérer les pièges. Parce que s'il n'y a pas de raison de pas les voir, genre par exemple si t'es poursuivi par quelque chose, oui, tu vas te prendre des pièges. Et donc là, tu vas pouvoir faire un jet de sauvegarde pour éviter les pièges. Mais dans l'OSR, l'un des principes, c'est que les personnages joueurs vont pouvoir découvrir les pièges, et c'est là qu'ils vont pouvoir utiliser de la créativité pour essayer de les contourner. Et donc je trouve ça assez intéressant que le bouquin puisse, que Into the Odd explique un petit peu comment faire ça. Et après ça, il parle aussi des rencontres. Les rencontres, c'est... Parce qu'à la base, Into the Odd, c'est quand même un dungeon crawling, en tout cas originellement, et donc, la plupart du temps, on va jouer avec ces rencontres aléatoires. Ça veut dire que quand tu vas rentrer dans un donjon, tu vas lancer un D6 quand tu vas rentrer dans une nouvelle salle, quand tu vas faire du bruit, ou quand tout simplement tu perds trop de temps à flâner dans la salle, à l'explorer. Et dans ce cas-là, si jamais tu fais un 1, dans ce cas une rencontre te tombe dessus. Si jamais tu fais un 2, tu vas avoir un peu de temps tu vas apercevoir la rencontre qui va arriver, donc tu vas pouvoir réagir en avance, et sinon, rien ne va se passer. Donc, c'est assez cool, sachant que là encore, les rencontres, étant donné du système qui est très simple, pareil, les monstres que vous allez rencontrer, ils sont aussi super légers en termes de caractéristiques, puisqu'ils ont les 3 caractéristiques, les mêmes caractéristiques que les personnages horizons. Ils ont aussi des PV, et différentes attaques, et c'est tout, quoi. Il n'y a pas beaucoup plus que ça. Et donc, ce qui est un peu dommage, par contre, c'est que dans le bouquin, il y a une double page sur quelques exemples de monstres, mais il n'y a pas non plus de bestiaire. Mais là encore, faut se dire, il y a ces tout petits formats, donc c'est assez facile de pouvoir se rajouter des trucs. Donc, c'est une section qui est plutôt intéressante. Si. D'ailleurs, je vois passer cette page-là, mais description du monde étrange. Donc là, on va voir la description de notamment Bastion, qui est la ville principale, et on va avoir 1 page, 2 pages, 3 pages sur le monde. Et c'est tout. Et encore une fois, tout est dans la vibe, pas vraiment dans le contenu. Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal? Encore une fois, je vous renvoie à la conclusion. On en parlera plus. Et finalement, on va avoir aussi des scénarios. Donc on va voir 2 scénarios ici. On va voir un premier scénario qui va être vraiment un pur dungeon crawling avec le corail de fer. Et là encore, en termes de background, en termes d'histoire, c'est super léger. Hein. Donc on va avoir un petit paragraphe pour expliquer le contexte derrière ce corail de fer, donc ce donjon. Et sinon, tu vas avoir un donjon avec 3 niveaux, 3 étages, et une vingtaine de salles par étage. Et chaque salle va être décrite extrêmement sommairement. Donc on va avoir juste quelques vagues indications de quelles sont les indications sonores, quelles sont les indications visuelles et tout ça, des rencontres possibles, et voilà. Et voilà, donc là, t'as pas de grande histoire, t'as pas de narration, c'est vraiment du pur dungeon crawling, donc ça reste quand même assez massif, hein, parce qu'on a quand même 3 niveaux avec, au total, un peu plus d'une 60aine de salles, donc et chaque niveau ayant ses propres rencontres aléatoires,
mais pas grand chose de plus. Mais je suis vraiment super curieux de faire jouer ce jeu-là, de voir comment ça se déroule. Faut dire aussi que, sans trop spoiler, mais il suffit de rater des jets de sauvegarde de volonté dans une des salles, et les personnages peuvent mourir immédiatement. Donc je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pas pour rien qu'il conseille de faire en sorte que si jamais t'as un des personnages qui meurt, t'en refais un autre et tu le rajoutes le plus rapidement possible. Et même si ça casse un petit peu la physique ou la narration. Donc voilà, donc ça c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, ça va être plutôt un X-Scroll. Donc ça va être comment traduire ça en français? Une balade à travers des hexagrammes. Donc c'est quand même vachement moins sexy en français. Donc en gros, ça va être une map qui va être découpée en hexagrammes, et le principe c'est que c'est un voyage. Vous allez voyager à travers ces hexagrammes-là, sachant que chacun des hexagrammes peut avoir ses événements, il peut avoir ses lieux particuliers. Et donc, c'est une autre façon de jouer. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que ça se suit immédiatement après le Corail de Fer. Donc, c'est entre le Corail de Fer et une ville, vous allez avoir tout le chemin que vous allez pouvoir faire entre les deux. Donc voilà, donc c'est assez cool. En tout cas, je trouve ça une très bonne idée d'avoir montré les deux façons de faire de l'OSR. En tout cas, l'une des deux façons de faire de l'OSR, à la fois le dungeon crawling et à la fois le leg scrolling. Donc ça, je trouve ça assez cool. Et sachant qu'en plus, à la fin, tu vas arriver sur une ville, donc la ville de Hobsens, qui va permettre de, encore une fois, donner un autre endroit pour s'arrêter avec des personnages, des lieux de cet endroit-là, si jamais tu veux tenter un truc un peu plus narratif. Donc c'est tout pour les scénarios, et ça finit le bouquin par l'appendice qui va être nommé le Oddpendium, parce qu'on est dans Into the Odd, et qui lui va avoir tout simplement tout un tas de tables aléatoires. Donc ça va aller des tables aléatoires jusqu'à commençant par des décisions du Haut Conseil, donc là qui règne sur Bastion, jusqu'à avoir des figurants, donc pour avoir les prénoms, nom de famille, occupation, qualité, figurants, etc., etc., à quoi ressemble cette rue, bref, tout un tas de tables qui vont pouvoir être utilisées en conjonction de n'importe quel type de jeu. Et pour conclure ce bouquin-là, on va avoir aussi l'Oddpendium, donc parce qu'on est dans Into the Odd. Donc l'Oddpendium, c'est un appendice, avec tout simplement, c'est une collection de tables aléatoires. On va avoir des tables pour créer des personnages en joueurs, des figurants, soit des prénoms, des noms, occupations, des qualités. On va aussi avoir des informations, des tables pour indiquer à quoi va ressembler une rue, des noms d'entreprises que tu peux sortir un petit peu à n'importe quel moment, inspiration pour créatures étranges, etc., etc. Donc tout un tas de tables que tu peux utiliser dans n'importe lequel de tes scénarios. Et ça va être tout pour le bouquin de Into the Odd. Alors, conclusion. Et ça va vraiment pas être facile, parce que même maintenant, je suis pas encore tout à fait sûr de ce que je pense de Into the Odd. Parce que d'un côté, je trouve les mécaniques et le système de jeu super élégants. Et d'instinct, je dirais que ça doit rouler à merveille. On a là un truc qui est super épuré, qui se lit très facilement. On a là un jeu qui est adaptable, mais dans n'importe quelle manière. Mais aussi, c'est un jeu qui est... Alors, je sais pas si j'utiliserais le mot pauvre, mais il y a vraiment pas grand-chose. Là, on a ces 140 pages au demi-format, et on a beaucoup de vibes. C'est-à-dire qu'on a une ambiance, on a une atmosphère, mais on n'a vraiment pas beaucoup de contenu. C'est-à-dire que ça va être à la meneuse ou au meneur de vraiment apporter, ou vraiment construire beaucoup, et apporter beaucoup de créativité pour que le jeu, il marche. Et donc, autant, je pense pas que ce soit très compliqué, parce que les mécaniques de jeu sont suffisamment simples pour être adaptées à n'importe quoi, mais c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de contenu. Et donc t'as l'impression d'avoir vraiment plus une sorte de boîte à outils qu'un véritable jeu. Alors, est-ce que c'est suffisant? Parce que là, si je pars plutôt du côté des joueurs et des joueuses, et là, si je devais jouer un personnage de Into the Odd, je sais pas si j'arriverais vraiment à m'attacher à mon personnage, parce qu'il y a tellement peu de choses, qu'à part des caractéristiques des PV et de l'équipement, il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc, tu peux toujours te dire, évidemment, que tu peux faire la narration par-dessus, tu peux faire ton travail pour imaginer un background et tout ça. Mais de base, t'as pas grand-chose, et ce qui va mettre encore un peu plus de travail du côté des personnages, enfin des joueurs du coup, des joueurs et joueuses, et meneuses ou meneurs. Et donc, c'est le genre de jeu où je suis un petit peu en demi-teinte. Je me dis, alors c'est super cool que ça soit super libre, mais ça veut dire que ce jeu-là se mérite. C'est-à-dire que si tu veux jouer à Into the Odd, alors c'est super facile de rentrer dedans, alors là en termes d'accessibilité, nickel,
mais tu ne vas en retirer que ce que tu as investi dedans. Donc, peut-être qu'en conclusion, je dirais ça. Déjà, en one-shot, présenter à des gens qui n'ont jamais joué à ce jeu de rôle, 200%. Je pense que ça pourrait super bien marcher. En one-shot encore plus, surtout si, et là même si tu joues avec des joueurs que tu connais, des joueurs qui connaissent ce jeu de rôle, là ça doit marcher, mais genre super facile. Genre facile à faire, facile à mettre en place, facile à créer les personnages, nickel. Par contre, si tu veux aller plus loin, si tu veux faire des campagnes, là ça peut être peut-être un peu plus délicat. Donc, je dirais que c'est un jeu qu'il faut tester. C'est un jeu qui a créé pas mal de choses, parce que Into the Odd a servi de base à beaucoup de jeux. Et si je peux faire une parallèle un peu spoilerish, qui va arriver un peu plus tard, c'est Mythic Bastionland. Donc Mythic Bastionland, c'est un peu la suite, ou en tout cas c'est par le même auteur, et qui se passe dans un monde plutôt de arthurien. Et donc il est basé sur les briques, sur la fondation de Into the Odd, mais avec ce côté genre chevalier de la table ronde, avec tout un tas de substances cette fois-ci, et de contenu plutôt cette fois-ci, qui font que les mécaniques de jeu, tu les gardes, tu les mets dans 2 pages, et tout le reste, ça va être que du contenu qui est vraiment fait pour chevalier de la table ronde, et ça marche du tonnerre. Et donc c'est là où je pense que Into the Odd est ce genre de jeu qui va être une fondation, et une fondation qu'il va falloir. Et par la fondation, c'est quelque chose que tu vas devoir construire par toi-même en tant que meneuse ou meneur pour la rendre à ton image. Donc c'est pour ça que je conseillerais quand même Into the Odd. Donc tout simplement, juste au moins pour la lecture, pour découvrir, parce que je pense que c'est un véritable, en termes de game design, c'est excellentissime. Et je pense que, par curiosité, c'est un jeu que tout le monde devrait lire. Donc ça se lit assez vite, c'est pas super cher, et il a énormément de potentiel. Donc oui, Into the Odd, au final, moi je dirais, après réflexion, oui. Enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, merci à vous tous de nous suivre. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube, sur Discord et tout le reste. Donc, comme d'habitude, cliquez sur la cloche, les commentaires et tous les autres trucs de YouTube. Ça nous aide toujours. Et avec ça, je vous souhaite à tous une excellente soirée et surtout, passez de bons jeux. Salut à tous!